On se dit tout sur tout ce qu'on pense. En ce début d'année, j'aimerais que l'on s'arrête un instant, un vrai instant, pas pour faire la liste des colères ou des peurs, mais pour se demander ce que nous voulons profondément pour 2026. J'aimerais souhaiter aux gens de s'aimer davantage, de ne plus remettre à demain les mots essentiels. J'aimerais souhaiter aux gens de ne plus avoir peur de qui ils sont, de ne plus se cacher, de ne plus s'excuser d'exister. J'aimerais souhaiter au peuple juif quelque chose d'essentiel, l'unité plutôt que la division, parce que notre force n'a jamais été dans l'uniformité, mais dans notre capacité à rester unis malgré nos désaccords. C'est cela qui nous a permis de traverser l'histoire, c'est cela qui nous permet encore aujourd'hui d'être une lumière pour tant d'autres. Chez nous, la vie est sacrée, chaque nom, chaque absence. 2025 aura d'ailleurs été marqué par le retour des otages. Un soulagement immense, mêlé à une douleur qui reste entière. Tant que nous tous ne serons pas revenus, et tant que la dépouille de Ran Gvili n'a pas retrouvé les siens, le cœur ne peut pas être complètement en paix. J'aimerais souhaiter aux Juifs de ce pays de relever la tête, de marcher fièrement dans les rues, d'afficher leur judaïsme sans peur, sans justification, sans honte. Parce qu'aucune démocratie digne de ce nom ne devrait tolérer que l'on vive courbé. J'aimerais espérer que l'antisémitisme recule enfin, qu'il cesse d'être minimisé, relativisé, excusé, et j'aimerais croire que les pouvoirs publics ont commencé à prendre la mesure de ce qui se passe, que la nomination d'un coordinateur national contre la lutte contre l'antisémitisme ne soit plus une promesse mais un acte. J'aimerais souhaiter à Israël de se renforcer encore, de vivre, de tenir, de ne plus être sommé de se justifier pour le simple fait d'exister. Et j'aimerais souhaiter à ceux qui propagent la haine d'ouvrir les yeux, de s'informer autrement que par des slogans, de ne plus être des idiots utiles au service de causes qu'ils ne comprennent pas. Enfin, j'aimerais souhaiter au monde un peu plus de discernement, que l'on cesse de confondre radicalité et courage, que l'on arrête d'élire des figures dangereuses comme Mamdani simplement parce qu'il crie plus fort que les autres. Pour 2026, mon vœu est simple, profondément humain, plus d'unité, plus de courage, plus de vérité, et surtout moins de peur, parce qu'un monde qui choisit la vie, qui choisit l'unité, et qui ose rester debout est toujours un monde qui peut encore guérir. Une belle année à tous les auditeurs de Radio Judaïka et merci pour votre soutien sans faille, avec nous en studio. On va présenter nos invités. On a Benjamin Beckmans, président du Centre communautaire laïque juif. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Olivier et bonne année à tous les auditeurs et auditrices de Radio Judaïka. Merci d'être là en 1er janvier en tous les cas. Voilà. Il fallait avoir envie d'être présent. On y est, on est là. Voilà, on a également Isaac Franco qui est là. Bonsoir Isaac. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Alors Isaac Franco, analyse politique que vous retrouvez notamment tous les lundis dans Chercher l'erreur entre 17 et 18h. Et comme je le dis chaque semaine, Isaac, je serais content un jour de vous voir au chômage pour cette émission, mais j'ai pas l'impression que... Je partage votre espoir. J'ai pas l'impression que c'est pour demain. Je vous prendrai dans une émission de blagues. Et puis en direct d'Israël, on a Francky Perez qui était à la tête de la télévision juive à Los Angeles et qui a fait son alia il y a 2 ans, Francky. Je vous entends pas. On va lever le curseur. Pardon, c'est chez moi. Il y a 3 ans maintenant, le temps passe vite. Alors, parmi toutes vos activités, vous êtes également cette voix, cette conscience à travers les réseaux sociaux, car vous mettez, Francky, beaucoup de mots sur ce que des Juifs pensent. Il s'appelle comment votre site pour les personnes qui veulent vous suivre? Sur Instagram, sioniste avec un S à la fin, parce que sioniste au pluriel. Pourquoi Francky Perez, cette idée de vouloir transmettre? C'est un petit peu comme c'est Obélix. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout petit.
Moi, j'ai ce souvenir, j'ai démarré sur la radio juive en France quand j'avais 13 ans et quelques mois. Et j'ai toujours très naturellement eu ce lien avec la communauté à travers les ondes, à travers les médias. Et que quand je suis parti vivre près de 16 ans aux États-Unis, je me suis retrouvé dans l'équipe de direction de la télévision juive américaine, et pas par hasard, c'était le prolongement logique de ce que j'avais fait auparavant. Et très naturellement, c'est quelque chose qui s'est très tôt imposé à moi. J'aime ce lien, entretenir ce lien avec la communauté, et puis partager mes réflexions. Il y a beaucoup de gens qui sont, c'est normal et tant mieux, ça fait avancer le débat, pas d'accord avec certains de mes messages très sionistes depuis que je suis en Israël. J'ai le sentiment que le fait d'être ici a changé beaucoup de choses dans le prisme, dans la manière dont je ressens les choses. Encore particulièrement après le 7 octobre, il y a eu cet accélérateur, on va dire, et ce sentiment de partager le besoin d'inviter nos coreligionnaires à venir nous rejoindre à la maison. Mhm. Alors, j'ai beaucoup de messages et très réalistes de personnes qui me disent c'est bien beau et c'est facile de nous inviter et de nous dire de venir, mais c'est compliqué, c'est pas facile l'ALIA. J'ai eu l'occasion d'en parler aussi avec des dirigeants communautaires, des dirigeants religieux ces dernières années ici en Israël, et eux-mêmes disent que ils y vont pas franchement. C'est compliqué de pousser les gens à faire l'ALIA, mais en même temps, la situation que vous vivez, particulièrement en Belgique, fait qu'on peut pas être complètement inattentif à tous ces signaux. Ça fait combien de temps l'ALIA aujourd'hui, Francky? Vous l'avez dit, ça fait 3 trois ans. ans. Est-ce qu'il y a des regrets? Jamais. Jamais. Et pourtant, je vais vous dire une chose qui est très drôle. Quand je suis avec des Israéliens qui sont nés ici ou qui ont grandi ici ou des gens qui ont fait l'ALIA depuis 10, 15 ou 20 ans, quand je leur dis que j'ai fait l'ALIA en tant que citoyen américain de Los Angeles, ils me regardent vraiment à Tamishuga. Ils sont persuadés que je suis fou parce que dans leur esprit, le rêve, c'est d'aller vivre à Los Angeles. Comment a-t-il pu se mettre dans cette galère? Mhm. Donc c'est très drôle la réaction ici des Israéliens, mais c'est la première, et très vite après, on comprend naturellement pourquoi on se sent bien ici. Je vis pleinement mon judaïsme, j'ai vraiment le sentiment, mais d'une manière très forte, d'être sur ma terre, alors Mhm. que je n'ai pas grandi ici. Je ne parle pas un hébreu extraordinaire, mais ce lien, cette connexion, j'ai l'impression d'être passé de l'autre côté, ça va vous choquer, d'être passé de l'autre côté de la matrice, comme dans le film Matrix. Il y a des choses, et quand je rentre en France pour voir la famille, ou pour des déplacements, pour des manifestations, événements ou autres, euh, en particulier les jours qui ont suivi le 7 octobre, j'étais à une table de Shabbat avec des juifs français, très, très touchés par ce qui s'était passé, bien sûr, mais à un moment donné, j'avais l'impression d'assister à une série Netflix à table. De ne, je sais, j'avais l'impression que eux suivaient une série Netflix. Et il y avait comme une déconnexion réelle de la réalité. Aussi militant qu'on puisse être, le fait d'être ici et de vivre, moi, à 200 mètres de chez moi, il y a le cimetière militaire de Ranana. Donc, à cette période-là, plusieurs fois par semaine, c'était les cortèges, les cris, les pleurs, les enfants. Il y a une réalité qui a été très, très dure et un accélérateur depuis le 7 octobre, mais très dur qui n'a pas fait qu'à aucun moment, j'ai regretté mon choix. Au contraire, mon choix s'est renforcé et j'ai encore davantage le sentiment que j'étais enfin à ma place. Mhm. Benjamin Beckmans, donc on l'a dit, vous êtes le président du centre communautaire laïque juif. Euh, vous m'avez, quand on a un peu échangé pour préparer l'émission, vous m'avez raconté que vous avez, avec une centaine de familles, organisé un événement assez important au CCLJ, où vous pensiez, bah, vous avez aussi ce sentiment de malaise. Beaucoup de juifs aujourd'hui parlent de fatigue, de peur, mais même parfois de découragement. Et je vais d'abord vous poser la question, est-ce que le mot déprime vous semble excessif ou malheureusement c'est juste ça vous semble juste? J'ai même envie de dire, pas en tant que président de CCLJ, mais en tant que homme juif qui vit à Bruxelles. Alors, c'était un événement particulier. En fait, c'est pas le CCLJ qui l'a organisé, des amis autour du CCLJ qui ont cherché un endroit pour se réunir avec une thématique qui était particulière, qui était de dire faire Alia sauf en Israël. Mhm.
Donc l'idée, donc j'entends l'enthousiasme je suis content pour Francky qu'il ait trouvé qu'il ait trouvé une place sur cette terre où il se sent bien. Mais là, j'étais avec une centaine de familles et c'est tous des gens que je les connaissais quasi tous pour avoir grandi ici à Bruxelles, qui sont venus en disant, en fait, nous, on envisage quand même relativement sérieusement de partir, donc de quitter la Belgique. Donc il y a ce malaise que vous ressentez. Alors, pour beaucoup de raisons différentes, il n'y avait pas une unité de raisons. Il y a des raisons liées à l'antisémitisme, on ne va pas se le cacher, mais il y avait quelque chose je trouve, plus profond. Et nous, en tant que dirigeants communautaires, moi, mon but au CCLJ, c'est quand même plutôt qu'il y ait du monde dans la maison. Moi, je dis toujours qu'il faut que les murs soient chauds, il faut qu'on fasse vivre la communauté, il faut que, voilà, les mouvements de jeunesse, les écoles, il faut des auditeurs pour la radio. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on est à la veille de ce qu'ont connu les communautés à Gand, à Charleroi, à Anvers, à Liège, qui est une espèce d'exode sur le temps d'une génération, où en fait, ce qui était à l'exception de la communauté orthodoxe à Anvers, en fait, ces gens sont partis. Et donc, on se retrouve avec des institutions communautaires. On connaît tous le Romy Goldmund à Anvers, c'est vide, ça n'existe plus. Et la synagogue à Liège, c'est vide, ça n'existe quasi plus. Ils essaient de refaire un foyer. Enfin, est-ce qu'on va assister à la même chose et donc, il y avait quand même une forme de, si pas de déprime, en tout cas de questionnement sur l'avenir des Juifs en Belgique et est-ce qu'on s'y projette encore à 10 ou 20 ans. Donc la conclusion, en tous les cas... Il n'y avait pas de conclusion. Donc, il n'y avait pas une conclusion, il y avait une interrogation, mais c'est la première fois, moi j'ai donc 51 ans, c'est la première fois que j'assiste à ça. Alors que j'ai plutôt grandi avec des parents et des grands-parents qui m'envoyaient un message en disant on a connu la guerre, c'était horrible, mais on s'est reconstruit, on a reconstruit une vie juive en Belgique qui est positive, qui est ouverte, on a tout ce qu'il nous faut pour être bien ici, des médias, des écoles, des mouvements de jeunesse, une forme de sécurité, une place dans la société, et donc on est parti pour rester. Et là, tout d'un coup, on se dit, tiens, est-ce que cette phrase qui dit un juif, c'est quelqu'un dont le grand-père n'est pas né dans le même pays que toi, elle va de nouveau venir à l'ordre du jour. Et donc voilà, je partage pas avec vous une conclusion, je partage juste une interrogation. Et en début d'année, je me dis, tiens, est-ce qu'on est à la veille de quelque chose de nouveau, un changement dans la dynamique communautaire à Bruxelles? Alors pourquoi, j'ai envie de dire... organisé. Dans le mot Aliyah, c'est la montée vers Israël. On pourrait plutôt parler d'un déménagement, vu que... pourquoi, j'ai envie de dire, vous, les 100 familles qui étaient réunies, pensiez ou pensez ne pas partir en Israël? Alors, je pense que c'était aussi... C'est un choix, hein, chacun fait ce qu'il veut. Tout à fait, façon, comme on dit. Ouais. C'est une question d'alternative aussi. Je pense que les participants connaissaient plus ou moins les avantages et les inconvénients qu'il y a en Israël. Je veux dire, Israël, ça reste un pays qui est quand même dangereux. Il ne faut pas se le cacher. C'est un pays, je restitue, qui est un pays qui est dangereux, qui est un pays où c'est pas facile de trouver du travail et où c'est excessivement cher. Le logement, se trouver un logement confortable en Israël. Et donc, pour ces raisons-là aussi, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit? Et l'idée qui était amusante, c'est de se dire, mais est-ce qu'on ne partirait pas tous ensemble ailleurs pour avoir de nouveau cet aspect social voilà, donc c'était intéressant. J'aurais voulu qu'il y ait un sociologue qui vienne, qui étudie ça pour comprendre. Mais je pense que ça répond à une dynamique profonde où les gens se disent... est-ce qu'on va continuer à encore être là dans 10 ans ou dans 20 ans? Moi, je réponds oui, et je préférerais autant, et on pourra revenir là-dessus. Mais en tout cas, l'interrogation était là. Je ne sais pas si c'est une déprime, mais en tout cas, c'est une interrogation. Alors Isaac, même question. Vous pensez aussi, j'ai envie de dire, à partir dans les 10 ans, dans les 20 ans? Au contraire, vous voulez vous battre ici pour assurer votre place? Et si vous partiez, est-ce que c'est en Israël que vous iriez? Ou est-ce que vous auriez cette discussion avec votre compagne de se dire, non, passe pour des tas de raisons qu'a évoqué éventuellement Benjamin, qui peuvent être justifiées ou pas, on n'irait pas là?
Mais le seul pays dans lequel je déménage, pour lequel je déménagerais, ce serait Israël. Oui, puisque je le ferais pousser par l'antisémitisme. Et je ne pense pas qu'il y ait des endroits dans le monde qui me mettent à l'abri de cette menace qui, depuis le 7 octobre, s'est manifestée sur le plan planétaire. Donc oui, je pense que si je prenais cette décision si grave, à mon âge aussi, l'âge est un paramètre important dans cette décision, je pense que ce serait Israël. Toutes les autres options ne me paraissent pas me garantir quelque chose que j'ai déjà ici. J'ai déjà ici en Belgique des habitudes, d'y avoir fait ma vie, d'avoir un cercle social, d'avoir mes repères. Et donc un déménagement, c'est nécessairement un traumatisme. Si c'est pour le faire dans un pays où je vais rencontrer les mêmes difficultés que celles que je rencontre, pas à titre personnel, mais que nous rencontrons à titre collectif, c'est pas la peine. Donc, pour l'instant, j'ai choisi de me battre ici parce qu'il y a encore un espace de liberté, parce que tout n'est pas encore joué. Il y a encore un petit espoir, de plus en plus ténu, mais très très modestement, je voudrais contribuer à le tenir vivant. Euh, voilà, pour moi, il n'y a pas d'autre option s'il y a décision de quitter le pays et ce serait un crève-cœur parce que j'aime ce pays, parce qu'il m'a permis de devenir ce que je suis devenu, parce qu'il m'a donné toute la liberté et tous les moyens de me réaliser. Donc ce serait un crève-cœur, mais c'est pas moi qui trahirais le pays. C'est parce que le pays m'aurait trahi. Quand je dis m'aurait trahi, aurait trahi les Juifs de notre pays. Et donc ce serait de toutes les façons un sacré traumatisme. Je voudrais revenir sur votre intervention. Vous parliez ce sont 100 familles qui ont organisé ça chez vous. Ça s'est donc passé dans vos murs. Mais ça ne vous a pas paru étonnant d'exclure l'hypothèse d'une alia en Israël? Parce que ça aurait permis de faire des comparaisons aussi entre les non, difficultés on n'a rien d'alliance. exclu. C'est des gens qui se posaient cette question-là en se disant que la première question, aller en Israël, ils connaissaient les pour et les contre. Ils disaient, tiens, est-ce qu'il y a un autre endroit qui offrirait une alternative? C'était pas un choix politique. Je dis à nouveau, nous, on a hébergé des gens qui spontanément se posent ce type de questions. Donc ça n'avait pas une démarche anti-israélienne, anti-sioniste, ne me cadrait pas là-dedans, ce ne serait pas... Non, je ne cherche pas à vous cadrer dans rien du tout. ce serait pas Je cherche à comprendre comment C'est spontané, c'est des gens qu'on connaissait, qui ont dit tiens, on a envie de se réunir pour parler de ça. Quels étaient les pays qui étaient envisagés? Alors, il y a eu un petit peu de tout. C'était beaucoup des pays du Club Med quand même. Donc, moi, j'ai quand même eu l'impression que les gens avaient besoin de vacances. Oui. Mais ça allait du Panama à l'Indonésie, aux États-Unis. Et donc, chacun venait avec des expériences. C'était très, très riche, très varié, en disant tiens, mais moi, j'ai pensé à ça. Ah bon? Et ils cherchaient un petit peu aussi à se dire mais moi, je pense aller là-bas. Est-ce qu'on n'irait pas ensemble pour se créer un réseau social? Parce que vous l'avez bien dit, c'est une expatriation, c'est quand même un crève-cœur. Et puis après, on est bien avec sa famille, mais enfin, il faut avoir des copains, il faut avoir... c'est pas tout ça. Le Portugal, à un moment, était... Donc, il y avait à la fois des considérations sociales, à la fois des considérations fiscales, il ne faut pas se le cacher non plus, mais des freins importants qui sont la langue, le fait de pouvoir avoir du travail. L'âge des gens était très différent. Il y avait des gens qui étaient plutôt en fin de carrière professionnelle et qui se disaient tiens, où est-ce que je prends ma pension? Et d'autres qui étaient avec des petits-enfants en disant où est-ce qu'on prend un nouveau souffle? Et donc évidemment, les considérations n'étaient pas les mêmes. Francky, c'est plus compliqué, hein, comme le disait Benjamin, ou comme on l'entend, même si notre cœur est en Israël, c'est plus compliqué de venir et de faire gagner sa vie, tout simplement. J'ai envie de dire faire la parnassa. Oui, mais j'ai l'impression que oui, c'est une réalité. On ne veut pas se voiler la face. C'est compliqué ne serait-ce comme vous le disiez, une expatriation déjà tout court. Moi, c'est ma troisième expatriation. À Vous êtes chaque fois, rodé, vous. ouais, donc non, mais donc à chaque fois, c'était un challenge différent, mais il y a une dimension particulière quand il s'agit d'expatriation. C'est cette notion qu'on va à l'extérieur de l'endroit dans lequel où on a grandi. Alors qu'il y a un phénomène inverse qui s'applique, c'est que on a l'impression de faire une impatriation à un moment donné quand on va en Israël. Et l'expatriation classique n'est plus un crève-cœur,
mais plutôt un réchauffement du cœur. Donc, vous voyez, tout dépend de la manière où on se positionne et comment on ressent les choses. Mais c'est sûr qu'il y a énormément de difficultés. Vous l'avez dit, votre invité l'a dit, la vie est chère en Israël, les salaires ne sont pas les mêmes, la difficulté de trouver du travail moins. On a le sentiment que les gens trouvent du travail, mais je ne sais pas comment ils font. Les Israéliens sont tous les soirs très très souvent au restaurant, c'est les plus grands kiffeurs de la planète. Alors soit ils vivent à crédit comme les Américains. J'ai pas encore trouvé l'explication, je serais heureux de la partager avec vous quand je la trouverai, mais c'est pas simple. Et en même temps, il y a quelque chose, quand je vous entends, vous avez tout ce qui a été dit est pour moi très juste, hein, mais je pense que tout est très rationnel. Et il y a une part d'irrationnel dans l'ALIA. On ne peut plus raisonner de manière uniquement rationnelle. Alors, j'ai entendu que monsieur, vous dirigez le centre juif laïque. C'est compliqué, c'est un peu plus compliqué pour vous. Parce qu'il y a cette dimension religieuse qui aide beaucoup, en fait. Quand on vient en Israël et qu'on est traditionnaliste ou autre, on a un bonheur de pouvoir avoir accès à la viande cachère plus facilement, de célébrer les fêtes plus facilement, d'avoir les jours chômés plus facilement. Donc ça, c'est un gros package qui ne vous intéresse pas forcément. Donc je comprends, mais entre-temps, il y a autre chose qu'il faut prendre en considération, et vous le prenez parfaitement bien dans votre mouvement, je suppose, qui est très proche de beaucoup de mouvements existants aux États-Unis, où j'ai vécu longtemps, c'est que le judaïsme en Israël, il peut être vraiment vécu comme vous le vivez, je suppose, à savoir comme une culture, comme un peuple, comme une mémoire, comme une famille, sans forcément la dimension religieuse. Donc, vous voyez, c'est pas simple. Il y a des avantages, il y a des inconvénients pour chacun. Il y a un prisme. Chaque cas est particulier. C'est difficile d'organiser des manifestations pour échanger les uns et les autres parce que vraiment, c'est singulier. L'ALIA, c'est le choix d'une vie, d'une famille, d'un contexte. On ne peut pas débattre de manière généraliste sur une décision aussi personnelle, à mon avis. Mhm. Mais, Benjamin? mais pour vous répondre, ce qui était particulier, c'est que sur ces 100 familles qui, pour la plupart, fréquentent les mouvements de jeunesse, les écoles juives ou les institutions, une des demandes, une des choses qu'ils recherchaient, c'est où est-ce que je vais retrouver de la vie juive là où je vais. C'est-à-dire, le but n'était pas de partir dans un endroit et justement de se déraciner, c'était où est-ce qu'on pourrait retrouver cette vie juive auquel on s'est attaché parce qu'en Belgique, elle fonctionne quand même relativement bien. Et tous se disaient, mais est-ce qu'il y a des écoles juives? Est-ce qu'il y a des mouvements de jeunesse? Est-ce que je vais pouvoir trouver accès à cette culture et partir dans un endroit d'où cette culture serait Comment, absente? mais comment on peut se C'était poser pas cette possible. question? Mais comment on peut se poser cette question? C'est comme ça, on se demande, est-ce que en allant chez McDonald's, je vais trouver du Coca-Cola? Je ne comprends pas que la question puisse se poser en ces termes. Comment vais-je retrouver une vie juive sur la terre juive? Je ne comprends pas Non, bah, l'interrogation. enfin, si vous allez en Floride, voilà, c'est plus facile que si vous allez, j'en sais rien, au Danemark. Donc, tiens, est-ce qu'il y a des Pas en lieux où... Israël. Oui, oui, Même pas en mais Israël. ça, la réponse, Israël était une des options. La question, est-ce qu'il en existe une autre? C'était ça la question. Mhm. D'accord, d'accord. Sur Ap- la planète, en fait. Quel est l'endroit sur la planète où on pourrait conserver Oui, notre... et puis pour certains, à nouveau, la question que c'était, Israël reste un pays qui peut être perçu comme dangereux. Tiens, qu'est-ce que je fais pour mes enfants? Ils vont devoir faire l'armée. Est-ce que j'ai envie de faire ces choix-là? À nouveau, je Mhm. ne juge pas, je vous relate des choses que j'ai Oui, oui, vues. je comprends. Ce que je dis, c'est que c'est la première fois que je le vois de manière si organisée et à si large Mhm. Mhm. ampleur. Est-ce que, Benjamin Beckmans, à partir du moment où une institution communautaire réfléchit à l'exil, on peut encore parler d'une alerte ou on est déjà dans un aveu d'échec de l'intégration juive en Belgique, selon vous? À nouveau, je vais être clair. Nous, on a hébergé ce truc, on l'a pas organisé dans Oui, le non, but de bien sûr. stimuler quelque chose. Donc moi, je vous relate quelque chose que j'ai observé. On a la chance d'avoir des bâtiments, donc on l'a mis là-dedans. Euh, Au contraire, moi, je trouvais que ce qui était intéressant, c'est de voir en fait à quoi cette population tient. Qu'est-ce qui fait le plaisir d'être juif et qu'ils auraient peur de perdre en partant ailleurs. Et, Et c'était quoi le résultat de ça? Et C'était quoi? le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de dimensions dans l'identité juive. Euh,
que j'ai senti que ces participants à cet événement avaient peur de perdre. Ils avaient peur de perdre le fait de se réunir, le fait de pouvoir disposer de mouvements de jeunesse, de fait pour certains de pouvoir fréquenter des synagogues de manière avec tout le spectre qu'il y a en Belgique, depuis les synagogues les plus libérales jusqu'aux plus orthodoxes. Il y a l'accès effectivement à la nourriture, il y avait l'accès à la culture, il y a le fait d'avoir des amis juifs, enfin toutes Si ces je peux me choses-là. permettre, Olivier. Allez-y, je veux Voilà. juste terminer Alice, C'était votre propos. c'était important de ne pas le perdre dans l'expatriation. Donc partir là où une forme de judaïsme ne serait pas présente, même pour des gens pour qui, à première vue, l'identité juive était quelque chose d'assez secondaire. Et puis, j'imagine il y a le côté important de partir ensemble, parce que Voilà, ça, il y effectivement, avait cette idée aussi de plus simple, partir je suppose. ensemble, Ouais. que je trouvais aussi, c'était pas qu'un choix individuel, Mhm. c'était mais est-ce qu'on pourrait le faire de manière collective pour retrouver ce plaisir, cette communauté qu'on n'a pas envie de perdre, quoi. Isaac et Oui. Francky, on vient chez vous tout de suite. Vous parliez d'échec de l'intégration juive, c'est tout le contraire. Je crois que la communauté juive, c'est un modèle d'intégration. Mhm. S'il y a une minorité qui s'est parfaitement intégrée à notre pays, c'est bien la communauté juive. Elle est un exemple, c'est pour ça que je parlais. Le départ des Juifs de Belgique, s'il intervient à un niveau plus important encore que celui qu'on observe aujourd'hui, ce ne serait pas une trahison des Juifs à l'égard du pays. Mais une Ce serait une trahison du pays à l'égard des Juifs. C'est Mhm. parce que les autorités politiques, les médias, les académies, les universités, les représentants du monde du spectacle, de la culture, ont tourné le dos. Et donc, ce serait une véritable trahison. Ce n'est pas les Juifs qui trahissent. Et les Juifs ont parfaitement réussi leur intégration. Ce que je note aussi, et il y a peut-être une difficulté d'ordre psychologique, c'est que toutes les options qui sont envisagées pour une expatriation, qui exclut Israël, c'est d'aller dans un pays où on reste minoritaire. On reste minoritaire. Nous sommes une petite minorité ici, on compte pour rien. Hein. C'est une petite fraction d'1%. Partout dans le monde entier, finalement, à Mais part en Israël. C'est exactement ça. Mhm. Donc, c'est presque comme si on disait subliminalement, je ne peux pas exister ailleurs que en qualité de minorité. Alors qu'il y a un pays, le seul au monde, où vous rejoignez une majorité, où vous êtes dans un pays où la grande majorité, les 77% de la population israélienne sont juives. Et il y a ce choc, je pense, ça doit intervenir. Cette espèce de crainte de quitter un statut de minorité qui nous est devenu familier, puisqu'on a une expérience, je dirais, millénaire de ce caractère minoritaire, et puis de passer dans un pays, et ça c'est un changement, je veux dire, de paradigme total. Mhm. Vous passez d'une minorité, vous allez dans un pays où en fait, les mœurs de ce pays, le calendrier de ce pays, ce qui fabrique le cadre culturel, religieux, matériel, tout cela, c'est fait par le peuple juif. Et je pense qu'il y a là, oui, je pense qu'il y a là un gap considérable. Francky, vous vouliez intervenir? Non, je relevais sur le moment le fait que les interrogations principales qui s'étaient posées lors de la réunion dont on parle étaient vais-je trouver une synagogue, qu'elle soit traditionnaliste, orthodoxe, libérale? Est-ce que je vais trouver des lieux de culture juive? Et est-ce que je vais pouvoir être avec ma communauté? Et vous m'avez répondu que c'était dans le cadre d'une réflexion très large pour identifier les pays où je pourrais retrouver ça. Et alors, qu'est-ce qui a fait que dans ce raisonnement où ces priorités ont été mises en avant, il n'y a pas eu une sorte de consensus naturel et fluide, que les réponses finalement à nos principales préoccupations, la réponse était Israël. Qu'est-ce qui a fait quel est le rouage qui n'a pas permis d'aboutir à cette conclusion naturelle d'une réflexion très pragmatique? Moi, je peux pas je pense qu'il y avait 100 familles qui chacune avait 100 raisons différentes. Donc, j'ai pas vocation ici à être le porte-parole d'une synthèse. Et c'est un travail qui se fait. Et pour certains,
c'était juste de pouvoir mettre en balance ce qu'ils savaient par rapport à Israël et se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit où les Juifs sont heureux? Et si oui, tiens, est-ce que je pourrais le considérer parce que c'est plus facile, parce que c'est peut-être moins dangereux pour mes enfants, parce que pour certains aussi, avoir un appartement, enfin, en Belgique, on vit plutôt bien au niveau d'immobilier. Vous voyez les prix de l'immobilier en Israël, vous devez élever encore des enfants. Il y en a beaucoup pour dire, économiquement, il y a un frein aussi. ouais. Donc, je pense que c'était... Mais moi, le point ici, ce que je cherche à dire, c'est que c'est nouveau. C'est des gens qui veulent partir et s'expatrier. Il y a toujours eu ça. Mais je crois que c'est ça le principal. C'est nouveau. Je crois que c'est ça le principal. Ça sera la conclusion en fait de ce Oui, et je crois que c'est ça qu'il faut mettre en évidence. C'est la conclusion à laquelle les gens arrivent maintenant qu'ils évoquent des hypothèses aussi diverses que le Panama, le Portugal ou je sais pas, la Floride ou Israël, est moins important que la prise de conscience que leur place n'est plus ici. Et je crois que ça, c'est le principal enseignement. Qu'il y ait eu 100 familles venues d'horizons divers, qui évoquent des destinations aussi variées les unes que les autres, ça trahit une seule et même préoccupation, c'est est-ce qu'il y a un avenir? Peut-être pour moi, à titre personnel, je veux dire, selon l'âge que l'on a, mais en tout cas pas pour les enfants, moins encore pour les petits-enfants. Je crois que c'est ça l'enseignement principal, c'est un éveil à une préoccupation qui traverse tout le spectre de la communauté juive, de la gauche à la droite, des laïcs aux religieux. C'est un questionnement sur la place que l'on a ou que l'on a de moins en moins dans notre pays. C'est ça. Alors, je ne suis pas sûr que la conclusion soit qu'il n'y a pas la place. En tout cas, il y a un questionnement. Ce qui est nouveau, c'est le questionnement. C'est ça. On va parler de réponse. Voilà. Et la réponse était, pour nous, est paradoxale parce que, en fait, si je regarde la saison culturelle ou des activités du CCLJ sur 2025, on n'a jamais eu autant de monde. Jamais. Vraiment, on fait le plein sur ça. Et je ne dis pas ça pour... on doit refuser du monde de plus en plus. Et quand j'anime les activités, je pose toujours la question, qui vient pour la première fois à une activité au CCLJ pour que les gens se souhaitent la bienvenue? Et on n'a jamais eu une proportion aussi importante de gens pour qui c'est la première fois. Qui ont besoin de se retrouver en gros. Donc ils viennent pour la première fois. Pour cette préoccupation, pour évoquer cette préoccupation en particulier. Non. Le besoin de... Une conférence, une fête. Okay, je pensais que vous parliez de cette occurrence. Non. Pour une fête, on a une proportion énorme de gens qui sont peut-être dans les franges de la communauté juive, qu'on a moins l'habitude de voir, et qui tout d'un coup veulent se retrouver, veulent se... Ça, c'est nouveau. L'adversité, par définition, unit. Je vous propose de passer au sujet suivant, en espérant que les autorités fassent ce qu'elles ont à faire. Hein. C'est ce que je disais un petit peu dans l'édito tout à l'heure. On attend toujours ce coordinateur pour la lutte contre l'antisémitisme. Ça ne sera pas une solution au problème, mais ça sera une partie de la solution. Isaac, je vais vous poser la question suivante. Il y a une rencontre, on va partir en Israël et aux États-Unis. On a une rencontre la semaine dernière importante entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump à Mar-a-Lago. À chaque fois, on dit, mais cette rencontre, elle est capitale. Est-ce que, après avoir entendu Bibi et Trump, c'était vraiment la rencontre capitale pour Israël, celle-là? Je pense que toutes les rencontres, il y en a eu 6 cette année, en 2025, enfin l'année dernière, entre Donald Trump et le Premier ministre israélien, elles sont toutes capitales, elles sont toutes importantes, parce qu'elles servent à répondre à la question de savoir s'il y a un daylight, s'il y a une s'il y a une divergence ou une convergence de vues sur tous les problèmes qui préoccupent l'État d'Israël. Donc elles sont toutes importantes. Peut-être la dernière l'était-elle un peu plus, parce que d'abord c'est la dernière, et puis parce qu'il y a des sujets particulièrement préoccupants. Il y a Gaza, il y a le Liban, il y a la Syrie, il y a le Yémen, il y a la Judée-Samarie, il y a l'Iran, bien évidemment, et la Turquie aussi. Donc tous ces sujets devaient être débattus. On a beaucoup glosé sur des prétendues divergences de vues entre les deux administrations, israéliennes d'une part et américaine de l'autre. Il n'en a rien été. Si on fait un résumé de cette rencontre, on peut dire que c'est un succès pour le Premier ministre israélien et aussi un succès pour le président américain, d'ailleurs, qui ont tous deux une préoccupation
centré sur Des sur un images. calendrier domestique Mhm. aussi, parce qu'ils ont tous Des les deux élections. des élections. Les Américains auront les midterms au mois de novembre, les Israéliens seront invités à déposer leur butin dans l'urne au plus tard en octobre de cette année, sauf s'il y a des élections anticipées. Donc il y avait aussi cette préoccupation, c'est de se faire bien voir par leur électorat respectif. Alors pour ce qui est je pense que c'est un succès relatif sur les points les plus importants qui intéressaient Israël. C'est lesquels? C'est l'Iran. L'Iran, où il y a eu des déclarations très très nettes, très fermes de la part du président américain. Si les Américains ont les preuves que les Iraniens sont bien en train de reconstruire leur programme nucléaire, eh bien, les Américains assisteront à une intervention israélienne, ou en tout cas donneront un feu vert et assureront à Israël un appui diplomatique. Et quant aux missiles, à la dimension... Ceux-là font peur, hein. Ceux-là font même très peur parce que, vous savez, avant la guerre de juin dernier, les Iraniens disposaient de 2500 missiles. Le 24 juin, au terme de cette guerre de 12 jours, ils n'en disposaient plus que de 1000. Mais l'ambition de l'Iran, c'est d'en avoir 5000 à 10 000. Alors, vous imaginez, lorsque vous avez une telle quantité de missiles de longue portée qui peuvent submerger les systèmes de protection aériens israéliens, ce serait une véritable catastrophe parce que sur les 500 missiles que l'Iran a balancés sur Israël, il y en a à peu près 36 qui ont passé. Et ça a provoqué la mort de 30 civils Et des gros israéliens dégâts matériaux. et des dégâts matériels assez importants. Donc, la crainte des Israéliens par rapport au programme de missiles iranien est aussi importante que la crainte liée au programme nucléaire. Et ça, les Américains étaient sourds à cette préoccupation. La seule chose qui revenait pour les Américains, c'était le programme nucléaire. Attention, il ne faut pas qu'ils avancent dans le programme nucléaire. Mais le programme balistique passait toujours à l'as. Il semble, et ça paraît assez clair, c'est que cette administration américaine, Donald Trump en particulier, soit maintenant particulièrement attentif à ce développement. Et il a déclaré publiquement que s'il y avait des preuves, au-delà des preuves apportées par les Israéliens, que le programme balistique iranien avance au-delà d'un certain seuil à fixer, ça évidemment le diable est dans les détails, les Américains préconiseraient une seconde frappe contre l'Iran. Donc ça, sur ce plan-là, qui est probablement le dossier le plus important, le Premier ministre israélien a obtenu ce qu'il cherchait. À Gaza, aussi, parce qu'il semble que le président américain ait donné un délai, un ultimatum. On parle de 2 mois. 2 mois, 60 jours. C'est exactement ce que le Premier ministre israélien était venu chercher. C'est de dire, au-delà de ce terme, au-delà de ce délai, eh bien, les Israéliens ont carte blanche pour éliminer, pour désarmer définitivement le Hamas. Donc sur Gaza, c'est aussi une bonne chose, même si sur Gaza, il y a quelques difficultés, quelques mésententes, quelques désaccords avec les Américains quant au rôle que pourrait jouer la Turquie dans la bande. Francky Perez, vous, votre lecture, si je vous dis par exemple que finalement les Israéliens, ils sont, si on peut le dire, contents de la situation actuelle et que ça ne les dérange pas de rester dans cette situation d'attente parce qu'en gros, on a récupéré tous les otages, à part bien sûr Ran Gvili dont on attend la dépouille. Ça permet quand même malgré tout à Israël d'occuper Gaza et d'être en sécurité. Ça permet de ne pas avoir la Turquie ni le Qatar aux frontières d'Israël. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le sujet de discussion dans les cafés en Israël porte davantage aujourd'hui sur l'Iran, la menace et le danger de l'Iran que sur Gaza. Ce que l'on retient essentiellement, c'est que sur Gaza, le président Trump souhaite qu'il y ait une force, une sorte de force, pas d'interposition, mais de sous contrôle. Ouais, de stabilisation, une force internationale de stabilisation, mais avec la participation de l'autorité palestinienne, d'institutions palestiniennes, ce qui n'est pas sur l'agenda de Benjamin Netanyahou. Il y a des points de dissonance. Comme d'habitude, la diplomatie a fait qu'on met l'accent sur les points sur lesquels on s'entend publiquement. Le voyage s'est plutôt bien passé. C'était, on peut dire, le premier jour de la campagne de Bibi Netanyahou, hein, on peut le dire clairement. Il a activé
sa prochaine réélection, Bibi Netanyahou, et c'est une réalité qui n'échappe pas au public israélien. Et il y a beaucoup de tensions, de discours des personnes qui étaient très pro-Bibi, qui commencent à s'exciter, se réveiller publiquement depuis quelque temps, sans parler uniquement du Qatar Gate. On sent une opposition, on sent que les otages sont, pour la majeure partie d'entre eux, pour la quasi-totalité d'entre eux, libérés. Donc, est-ce que c'est maintenant qu'on va mettre en place cette fameuse commission d'enquête sur ce qui s'est passé sur le 7 octobre et identifier les responsabilités? Il y a beaucoup de choses. Il y a le Qatar Gate. La politique israélienne, elle est très vive et très agitée en ce moment. Et donc, on perçoit ce voyage, bien sûr, comme une étape diplomatique très importante, compte tenu du moment et de la situation euh, géopolitique. Mais on n'est pas dupe aussi qu'il y a tout un jeu politique qui s'est enclenché. Et la rue se réveille un petit peu, dans le sens où quand va-t-il y avoir un successeur de Bibi Netanyahou? Une succession, ça se prépare. C'est pas au dernier moment on rend l'âme. Je lui souhaite à 120 ans, d'autant plus que j'ai beaucoup d'admiration pour le Premier ministre. Mais on prépare la suite quand on est le roi au gouvernement et le roi qui règne dans le pays. Et dans le contexte actuel, euh, Rak Bibi, qu'on a entendu pendant des années, il y a pas d'autre alternative que Bibi pour beaucoup, ça commence un petit peu à s'essouffler. Et la dimension internationale, beaucoup parlent d'un jeu individuel depuis longtemps de Bibi Netanyahou. Il faut savoir que aujourd'hui, de par son expérience, Bibi Netanyahou est difficilement remplaçable pour avancer sur son chemin avec Donald Trump. Et en même temps, si on parle d'individu, mais est-ce qu'on peut parler d'individu quand on est à la tête d'un pays en situation de guerre comme Israël? Euh, je- je- N'importe qui se mettrait à la place de Bibi Netanyahou, il sait que les 3 années, enfin les années de mandat qui restent de Trump sont un terrain tellement fertile pour écrire les nouvelles pages d'Israël des 20, 30, 50 prochaines années, que c'est difficile, après avoir vécu une vie politique riche, pleine et totalement dévouée, de se priver de ces quelques mètres supplémentaires. Donc il y a une situation et un climat en Israël qui est très politique plutôt que géopolitique, on va dire. Mhm. Benjamin Beckman, j'en parlais un peu tout à l'heure dans l'édito, c'est un peu cette désunion qui a fait la faiblesse d'Israël, du peuple juif. Ça a été un peu cette conséquence après qui est arrivée, qui a été le 7 octobre. Enfin, bon, je ne partage pas l'admiration que vous avez pour Bibi Netanyahou. Bon, voilà, ça c'est, on peut lui reconnaître un certain nombre de qualités, mais moi je me méfie toujours des généraux qui sont et des militaires, des gens qui ont cette vision très militariste du pouvoir, où en fait l'objectif qu'ils voient et le langage qu'ils pratiquent est une destruction de la partie adverse. Je trouve que c'est souvent là où est la limite en fait la limite de la force et de l'exercice du pouvoir, et surtout du pouvoir militaire. C'est l'incapacité à envisager la suite. C'est le jour d'après qui est absent. C'est la construction de relations avec des gens avec qui il va quand même falloir s'entendre à un moment ou à un autre. Et la création autour de Bibi, je pense que Franck, vous l'avez bien illustré, est d'un désert complet d'alternatives, de successeurs, et donc de quelque part d'avoir quelque chose qui serait inspirant au-delà de son camp. Je comprends très bien la logique aujourd'hui, qui est une logique de survie. Je minimise pas les menaces existentielles auxquelles Israël fait face. Mais je me demande sérieusement qui aujourd'hui peut encore se dire que Bibi représente l'avenir politique à long terme d'Israël. Mais je m'étonne de la même manière de l'absence d'alternative à la fois dans la droite, dans le camp du Likoud, dans le camp de... c'est aussi riche que les adversaires politiques de Poutine. Hein, je veux dire, le gars fait le ménage autour de lui. Et je peux que regretter l'absence d'une alternative aussi sur le camp de la gauche. Donc c'est un vide absolu
Et en plus, avec une question de respect des droits fondamentaux, de respect pour les mécanismes démocratiques et des contre-pouvoirs en Israël, dont on voit que Bibi n'en a absolument rien à faire. Donc, il va peut-être remporter des élections, mais ce serait par faute d'existence d'autres concurrents et en s'asseyant complètement sur les contre-pouvoirs qui ont quand même fait la richesse de la vie démocratique en Israël. Donc, Vous j'ai parlez de la quand même Cour une forme suprême? d'inquiétude par rapport à ça. Quand vous parlez de contre-pouvoir, vous parlez de la Cour suprême? Non, non, mais d'un côté, la Cour suprême, mais de l'autre côté aussi, le fait qu'il y ait de plus en plus de voix qui sont données à des voix extrêmes au sein du gouvernement et dont Bibi est peu ou prou l'otage. Donc, moi, c'est pas un truc qui m'enthousiasme. Je respecte les voix démocratiques. C'est pas parce qu'il n'est pas de mon camp que je considère qu'il n'est pas bon. C'est juste que je considère que les mécanismes sont dangereux et c'est une forme d'isolation. Enfin, prenons le truc, si Bibi venait à disparaître, on serait face à un désert politique en Israël. Je trouve que c'est pas très sain. Isaac? Je ne sais pas si Benjamin Netanyahou est l'avenir, en tout cas c'est le présent encore. C'est 18 ans au pouvoir. C'est beaucoup, non? Oui, mais ce sont les Israéliens qui l'ont décidé. Mhm. C'est pas à nous, dans un studio, à décider si les citoyens israéliens ont bien décidé ou pas, ou bien voté ou pas. C'est le peuple qui décide. Et puis, c'est la cuisine politique qui consiste à construire une coalition avec des alliés. Et puis, voilà, ce sont les Israéliens qui décident. Bien sûr. C'est pas le peuple qui vote mal. Il vote parce que, par rapport à l'offre qu'on lui propose. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit un véritable désert politique, comme vous le suggérez. Il y a des alternatives à Benjamin Netanyahou. Quelles sont-elles? Je pense à Naftali Bennett, par exemple, dans une coalition avec Avigdor Lieberman, avec Benjamin Gantz, même s'il ne pèse plus très lourd sur le plan politique, parce que son moment est passé. Songez par exemple que ça va très vite en politique israélienne. Hein. Quelques mois ou quelques semaines après le début de la guerre, Benjamin Gantz, dans les sondages en Israël, il était crédité de 40 sièges au Parlement. Aujourd'hui, il ne passe pas le seuil électoral. Donc ça va très très vite. Mais il y a la possibilité de constituer une alliance, une coalition alternative en Israël. D'ailleurs, les sondages, chaque fois qu'il y a des sondages, cette opposition, elle est créditée de 58 à 62 sièges, alors que la coalition au pouvoir, elle n'est créditée que de 48 à 52 sièges. Ça dépend des moments où on fait cette consultation auprès de la population israélienne. Ce sont les Israéliens qui décideront. Et je pense que de toutes les façons, lorsque le paysage politique israélien sera débarrassé de la figure tutélaire d'un Benjamin Netanyahou, quoi qu'on pense de lui, effectivement, il y aura cette espèce de vertige du vide. Qu'est-ce qu'on fait après quelqu'un qui a incarné le pouvoir israélien, qui a incarné sa sécurité, bien ou mal, qui a incarné le bon fonctionnement de l'État, bien ou mal, encore une fois, qui a incarné la bonne santé de l'économie israélienne? Qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours comme ça, lorsque on passe d'une figure tutélaire très très marquante à une figure qui sera nécessairement intermédiaire. Nécessairement intermédiaire. Il y aura un passage de pouvoir, il y aura une transition, voyez-vous, avant qu'une figure définitive n'émerge dans le paysage politique israélien pour incarner véritablement l'avenir. Mais je pense que toute personne qui viendrait au mois d'octobre de cette année, au plus tard, après Netanyahou, éventuellement, si Netanyahou est battu, ce sera nécessairement une figure de transition. Mais on va voir, encore une fois. Maintenant, pour tout ce qui est débattu au sein de la société israélienne, les pouvoirs, les contre-pouvoirs, je pense que c'est un signe de vitalité d'une démocratie. Que chacun se batte pour conserver son précaré, pour assurer la bonne marche de la démocratie israélienne. Je pense que toutes les démocraties sont placé devant le même questionnant du pouvoir et du contre-pouvoir. Il n'y a aucune démocratie qui y échappe. La démocratie américaine, c'est le cas. C'est le cas également en Grande-Bretagne et dans la plupart des démocraties européennes. Donc je ne pense pas qu'Israël échappe à la règle du questionnement de la démocratie. Est-ce que ça continue de bien fonctionner? Est-ce qu'il ne faut pas revoir leur fondement? Donc je pense que Benjamin Netanyahou, quoi qu'on en pense, est aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui,
Euh, et d'ailleurs, c'est le sens qu'il faut attribuer au compliment de Donald Trump à Benjamin Netanyahu, parce qu'il l'a vraiment couvert de fleurs. Vraiment couvert de fleurs. Il a dit que c'est un personnage extraordinaire, que c'est un guerrier, qu'il a même été, comme très souvent dans l'excès avec Donald Trump, il a même été jusqu'à dire qu'Israël n'existerait pas ou n'existerait plus si Benjamin Netanyahu n'était pas à la tête du pays. Mais mis à part ce genre d'hyperbole familière à Donald Trump, il n'en reste pas moins que Benjamin Netanyahu aura été un des acteurs principaux de la réussite d'Israël dans cette guerre de 26 mois. Et qu'il est dans l'intérêt de Trump de le garder au pouvoir en Israël. C'est sûr que l'administration américaine fera tout pour peser en faveur de... C'était pas le cas de la précédente qui, au contraire, voulait... Absolument. On se rappellera que les Américains avaient même financé des campagnes contre Benjamin Netanyahu. Mais cette fois-ci, Donald Trump pèsera de tout son poids pour voir Benjamin Netanyahu réélu, parce que Netanyahu a minimum 1 an, même pas 10 mois, et Trump n'a que 36 mois. Et peut-être moins parce qu'aux élections du midterm, si les républicains perdent la majorité dans l'une des deux chambres, le Sénat, je ne pense pas qu'il risque de le perdre, mais ça n'est pas impossible à la Chambre des représentants, il aura moins de marge de manœuvre. Donc ce binôme, cet attelage, les Américains... Ils ont intérêt à tenir ensemble. Ils ont intérêt à le tenir ensemble. Et comme le disait Francky Perez, il a tout à fait raison, les mois qui viennent vont être déterminants pour les années à venir, sinon pour les décennies à venir. Et il importe pour les Israéliens d'inscrire dans les faits et dans l'histoire des faits irréversibles pendant ce temps, pendant cette fenêtre. Parce que l'avenir de la présidence américaine, elle suscite beaucoup d'inquiétudes. Surtout si elle est incarnée par un J.D. Vance, qui est le favori, le nominé du Parti républicain, vraisemblablement. Et s'il doit gagner les élections, il n'a pas cette proximité, cet affect à l'égard de l'État d'Israël qu'ont eu pratiquement tous les présidents américains, qu'ils soient démocrates ou républicains. Vous avez peur, je vous pose la question à tous les trois, qui veut répondre pour l'avenir d'Israël? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes inquiet, Benjamin, Francky? Je pense que tout le monde, on a tous un affect important par rapport à l'État d'Israël. Je pense que c'est et les critiques que l'on porte par rapport à son gouvernement ne sont que le reflet de l'amplitude de l'affect. Là, est-ce qu'on sent qu'on vit quelque chose de spécial qui pourrait faire que... Je pense qu'on a vu une guerre vraiment en direct sous nos yeux depuis 26 mois. Je pense qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais été aussi près d'avoir des amis dont on avait des nouvelles minute par minute qui étaient au front. Moi, je n'ai pas eu cette impression-là sur les autres guerres. Je pense que les réseaux sociaux, les images ont fait ça amplifie tout ça. Voilà. Et puis, il y a une menace quasi existentielle qui porte là-dessus. Donc, on est aussi un petit peu tourmenté entre une obligation où on se sent obligé de soutenir Israël parce qu'on le sent vraiment en danger, on a nos amis, nos familles qui sont là-bas, et puis d'un autre côté, de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui est en train de... Comment est-ce que quelque part la paix va se construire? Et est-ce qu'on est capable en même temps de veiller à la sécurité tout en construisant le jour d'après et faire en sorte qu'il y ait une alternative qui ne soit pas la guerre permanente? Moi, ce qui me fait peur justement dans ces 10 mois ou ces 36 mois, ce soit un statut de guerre permanente, parce que tant qu'il y a la guerre, il ne faut pas se poser la question avec qui on fait la paix. Ça, c'est ce qui me fait plus peur que la survie d'Israël, où je pense que l'axe Trump-Netanyahou fera en sorte que cette survie existentielle ne sera pas menacée. Oui, à ce moment-là, la Francky, peut-être vous voulez intervenir. Oui, je ne suis pas... c'est drôle parce que vous inquiétez d'Israël et nous, on s'inquiète pour vous. Moi, je suis très inquiet pour les communautés juives de diaspora. Mais vraiment, quand je vois cet antisémitisme effrayant et galopant, ma fille qui a 19 ans est sortie hier soir à Tel Aviv. Elle est rentrée à 4 heures du matin. Elle a grandi à Los Angeles. Elle ne serait jamais sortie un soir à Los Angeles. Je n'ai pas été inquiet une seconde qu'elle soit à l'extérieur aussi tard. Bien sûr, il y a une menace qui plane ici. Je suis inquiet pour nos soldats
et qui vont partir et se battre et qui continuent à être sur le front. Donc bien sûr qu'il y a une inquiétude que l'on palpe au quotidien, mais vraiment on s'inquiète. Je parle avec des juifs en France qui sont eux-mêmes très inquiets de la prochaine échéance électorale en France. Dans l'antisémitisme grimpe très fort. Vraiment, mon inquiétude première est pour vous. Mhm. Ouais. Isaac? Oui, moi, j'ai pas beaucoup d'inquiétude sur l'avenir ou la pérennité d'Israël. C'est peut-être le pays de l'OCDE où on sait pourquoi on vit, où on sait pourquoi on se bat, pourquoi on meurt aussi, où on fait des enfants qui sont des gages d'espoir, qui sont des promesses d'espoir. Euh, donc, je partage l'avis de Francky. Je suis plus inquiet pour l'avenir de nos démocraties occidentales qui ont perdu leur boussole morale. Quant à construire la paix, comme vous disiez tout à l'heure, à de nombreuses reprises, les Israéliens ont offert un horizon politique aux Palestiniens. Et chaque fois, ils l'ont écarté. Oui, on connaît, Non, mais cette c'est histoire. important de le rappeler parce que c'est bien de dire la paix, tout le monde fait partie du camp de la paix. Tout le monde. On peut diverger sur les moyens d'y arriver, mais tout le monde partage cette même aspiration à la paix. Maintenant, il faut être réaliste et pas être dans l'invocation. Des horizons politiques ont été offerts à de très nombreuses reprises et les Palestiniens ont fait la preuve que ce qu'ils voulaient, c'était moins un État à côté d'Israël plutôt qu'à la place d'Israël. Donc il y a un passage obligé avant de parler de façon réaliste de l'émergence d'un processus de paix, c'est de débarrasser la région des acteurs qui rendent vain ou vaine toute perspective réaliste de paix. En l'occurrence, c'est le Hamas, c'est l'Iran, c'est le Hezbollah. Et donc, il faut passer par la destruction de ses ennemis. Parce que vous disiez tout à l'heure que c'est regrettable que cette vision militariste du gouvernement israélien qui passe par la destruction de ses ennemis. Mais sans la destruction des ennemis que je viens d'énumérer, sans la destruction de l'Iran, qui est le pourvoyeur de fonds et de moyens militaires à Gaza, au Hamas et au Hezbollah, au Liban ou en Syrie, je veux dire, il n'y a pas d'émergence possible, réaliste, d'un processus de paix. Donc il faut en passer par là. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Ok. Je trouve que la destruction c'est un point fuyant. Je pense qu'on est face à des idéologies et qu'une idéologie, on n'arrive pas à la détruire. Je pense qu'il faut juste arriver à un point où la capacité de nuisance est suffisamment faible et parallèle à ça, favoriser l'émergence de gens avec qui on va pouvoir construire quelque chose. On n'a pas détruit l'idéologie nazie, hein, elle a survécu à la guerre, mais vous avez privé le nazisme de la capacité de faire mal. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont on parle, mais on n'a pas réussi à le détruire. Mais, messieurs, il nous reste 4 minutes. Je voudrais qu'en 4 minutes, on aborde quand même... je voudrais avoir votre sentiment, je commence avec vous, Benjamin. Votre sentiment sur ce qui se passe en Iran depuis quelques jours, c'est important, on est dans l'actualité chaude. Est-ce que cette fois, ça va être la bonne, vous pensez? Si une boule de cristal, je poserai la question aux deux autres après. J'ai pas de boule de cristal et je regrette que l'attention médiatique ne soit pas aussi précise sur l'Iran qu'elle a pu être sur le conflit en Israël et en Palestine. Voilà. Moi, ce que je peux évidemment que me réjouir du fait que des mouvements démocratiques en plein jour, en prenant des risques qui sont inconsidérés, enfin, il faut reconnaître le courage. Voilà, ça fait des années qu'au CCLJ, on a soutenu ces femmes Azadi et autres. On s'est réunis, on a manifesté pour toutes ces filles qui se sont Mina Amini et autres qui se sont dévoilées et qui en ont payé le prix de leur vie. Donc c'est déjà juste en leur honneur, c'est déjà magnifique ce qui est en train de se passer. Est-ce que ça va être suffisant? J'ose espérer, mais à ce stade... Francky Perez, même question. Vous pensez qu'ils vont aller au bout cette fois, le peuple iranien va se soulever, va réussir à renverser le gouvernement? Je le souhaite pour eux. En une minute, je le souhaite pour eux.
Vous précisiez auparavant qu'il n'y avait pas forcément une concentration, une exposition médiatique de ce qui se passe actuellement en Iran, mais il y a une exposition que l'on ne peut pas contrôler, c'est celle des réseaux sociaux. Et depuis quelques jours, je vois de plus en plus de vidéos de ces jeunes femmes iraniennes qui se dévoilent au péril de leur vie et clairement identifiées. Donc il y a une mobilisation, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de sacrifices. Euh, c'est peut-être le moment. On sait qu'il y a des liens aussi entre la population israélienne et la population iranienne en direct qui communiquent. Il y a énormément de vidéos qui circulent également sur les réseaux sociaux. Et c'est important à un moment donné où Israël et l'Iran sont proches d'entrer en guerre, de voir ces mouvements de population qui sont dans une logique qui est très humaine. Isaac, en 30 secondes, est-ce que ça pourrait être justement un accélérateur pour les mollahs d'Iran de se dire on va envoyer des missiles sur Israël, ça va calmer entre-temps ce qui se passe? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est pas la première fois que le peuple iranien se révolte. Je me rappelle en 2009 où l'Occident les a laissés tomber, puis il y a eu en 2021, puis en 2023. C'est pas la première fois, mais il y a une différence peut-être qui donne de l'espoir, c'est que le bazar se révolte. Le bazar manifeste, alors que le bazar était l'endroit où les commerçants cherchaient des accommodements avec le régime. Aujourd'hui, le soulèvement, en tout cas le mécontentement au bazar, est le signe qu'il ne s'agit pas seulement d'un malaise économique, mais également d'un malaise politique. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'être venus en studio. Merci Benjamin Beckmans. On vous souhaite une bonne année, que des bonnes choses. Merci Isaac Franco. Avec plaisir. Et merci Francky Pérez en direct d'Israël. Continuez à nous transmettre votre... rappelez-moi le nom du site pour les personnes qui veulent vous... Sur Instagram, sioniste avec un S à la fin. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne année encore une fois à tous nos auditeurs. On espère en 2026 que voilà, on puisse être enfin un peu apaisé dans une grande partie du monde. Merci, bonne soirée, à bientôt.